Bonjour à tous et bon appétit. Si vous êtes à table, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. On va recevoir dans un instant Laurie Rinson, la directrice du MAC. Bonjour. Bonjour Danick. Elle sera accompagnée de Chédi Sidan-Barom, qui porte un nom illustre, et on saura tout à l'heure pourquoi. Ensuite, on va recevoir Miguel d'Aubergne, gérant de la société Soulé d'Homme. Elle va nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. C'est une dame très joyeuse, semble-t-il. Et puis deux candidats du concours à Green Startup qu'a lancé la région, Kenny Bruni et Pascal Batil. Et puis on va terminer avec la chronique culturelle de Martine Fazer. Sinon, l'actualité se résume à ça. Présentation hier soir du Tour de la Guadeloupe, le nouveau tour. Sur un petit peu particulier. Olivier Moradel était sur place, on va en parler. C'est du 4 août au 13 août. La Guadeloupe sera en plein tour. Depuis la pandémie, ça manquait aux Guadeloupéens. Ensuite, on fera un petit tour du côté de ce nouvel style pour les pathologies plaquettaires. C'est quelque chose d'assez innovant. Olivier Félix est rendu au laboratoire. Il va nous présenter ce qui s'est passé. Les assises de la mobilité solidaire ont eu lieu. Et puis le casting de danse pour la Madness Crew. Madness Crew, c'est quelque chose aussi intéressant. Ils sont en train de recruter des chorégraphes et des danseurs guadeloupéens pour ce spectacle Madness Crew. Voilà un petit peu ce qui fait la une du ZCL aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec nous. Vous le savez sans doute, Macron était en visite en Alsace. Il s'est encore fait huer avec des casseroles et ça continue tous les jours. Donc la situation ne s'améliore pas dans le rapport entre le président de la République française et un certain nombre de Français. Lorilla, bonjour. Bonjour. Le MAC va encore innover ? Bonjour Danick. Alors je ne sais pas si on innove réellement, mais en tout cas on a décidé que le mois des mémoires cette année allait commencer une semaine plus tôt. Alors à l'initiative d'un panel d'associations de culture indienne et notamment le comité du premier jour, donc ils sont venus nous voir pour nous proposer qu'ensemble on célèbre le centenaire de cette décision prise décision historique, il faut le dire. Décision tout à fait historique, prise pour donner la nationalité française aux descendants d'engagés indiens. Oui. Et donc le 21 avril, c'est la date de rédaction de cette lettre du président. Un certain Sidan-Barom qui avait rédigé. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un long combat d'Henri Sidan-Barom qui a d'ailleurs fait l'objet d'un procès. Et c'est un peu la lutte et le combat de toute une vie en fait, de protection, de préservation des droits des engagés indiens et de leurs descendants sur cette terre de Guadeloupe. Et qui a abouti en ce 21 avril en cette décision. Et donc là, on va fêter ce 21 avril 2023, le centenaire, et c'était normal que ça se passe au MAC. Oui, et c'est la première fois que ça se fait au MAC. Alors c'est la première fois que ça se fait. C'est le premier centenaire de toute manière. Voilà, et c'est la première fois qu'on célèbre cette décision-là aussi au MAC, parce que depuis 3 ans, depuis le nouveau statut, depuis le PCC, on travaille très régulièrement avec les associations de culture indienne pour établir un calendrier mémoriel et que certaines dates soient célébrées au MAC, puisque le MAC est ce lieu où on célèbre notre mémoire commune. Et alors, c'est notre mémoire guadeloupéenne, c'est notre mémoire caribéenne, et puis c'est aussi évidemment un message pour le monde. Alors avant d'entrer dans le détail de cette commémoration, de cette célébration, ça signifie qu'il y aura d'autres célébrations comme de ce type-là au MAC? Alors nous, on s'est déjà associés au 24 décembre, qui se passe pour l'instant à Pointe-à-Pitre, à la Darse, autour du monument du premier jour, et donc il y a des décisions, enfin des discussions en cours pour qu'il soit déplacé, ce monument, et que la cérémonie se passe ailleurs. Et donc le MAC va toujours s'associer à ça, en tout cas à cette date-là qui est très importante, c'est la date de l'arrivée de l'Aurélie. Et puis Noël dernier, on a fêté un cadet, qui est donc ce moment de partage familial, de chant et de danse autour de Noël. Et on essaie effectivement de construire ensemble des activités qui mettent en valeur, qui valorisent les cultures indiennes. Mais ce que les cultures afro-descendantes, alors je pose la question.
Oui, alors parce que justement notre société elle est complexe hein, Oui. et elle est composée, voilà, c'est des composantes multiples. On a tous une grand-mère, une arrière-grand-mère indienne. On a tous, voilà, un lien avec l'Inde. On a des liens évidemment forts et prédominants avec l'Afrique, mais c'est la Guadeloupe, c'est le creuset en fait de tous ces continents-là. On a évidemment ces cultures amérindiennes qui nous ont accueillis et qui ont ensemencé nos langues, nos cultures, nos façons d'être. Et donc, ce sont toutes ces cultures-là qui sont présentes au MACT dans l'exposition permanente, alors à des degrés divers, et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, justement, et qui sont aussi présentes dans ce patrimoine immatériel commun qu'on partage et qu'on célèbre tous les jours. Alors, en dehors de ça, au niveau de la peinture, de l'art, tout ça, il y a des choses qui sont prévues au MAC dans les semaines et mois à venir? Alors, donc, nous, on va démarrer justement ce 21 avril avec la ligne éclairée. Comme vous savez, le MACT, le vendredi soir, est ouvert jusqu'à 21h. Et vous êtes tous invités, évidemment, à profiter de cette nocturne. Donc, c'est depuis 2020 que c'est le cas. Et donc, il y a, pour accueillir ceux qui décident de passer leur vendredi soir au MACT, il y a cette manifestation, la ligne éclairée, le MACT au clair de lune. Donc, des artistes, comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs, investissent l'exposition permanente, lui donnent vie, lui donnent sens. Les artistes même disent qu'ils chargent le lieu et c'est parce qu'ils sont porteurs de cette mémoire-là et que en dialogue avec les objets, avec ce qui est présenté, ils y donnent sens. Alors Nayo Concept, depuis l'année dernière, nous accompagne en lisant avec des lectures de textes de toute notre littérature qui, elle aussi, est le témoin, en fait, hein, de cette mémoire qu'on partage. Donc, que ce soit Tyrolien, Sonny Rupert, et puis ça peut être aussi des textes en anglais. Voilà, c'est vraiment un répertoire très, très large et très universel qui est déclamé pendant la ligne éclairée. Et ce vendredi, ça sera la ligne éclairée en hommage à Henri Sidon Barome. Donc il y aura voilà, une programmation un peu particulière et qui va mettre en valeur les cultures indiennes. Alors on commence le mois des mémoires avec ça, mais vous savez, le mois des mémoires, c'est le 21, c'est aussi avril, c'est le 27 avril, c'est le 10 mai, jusqu'au 27 mai. Ah, jusqu'au 27 mai quand même. Bah voilà, on va... l'apothéose, c'est le 27 mai. Alors c'est vrai que cette année, on est un peu concurrencé par Marie-Galante. Oui. On sait pas comment... oui, à Terre de Blues. On devrait peut-être faire un MACT en déro, parce que je crois que tout le monde sera à Marie-Galante. Oui. Mais en tout cas, le 27 mai sera célébré. Et on vous prépare un programme hein, pour ce mois des mémoires. Qui, on l'espère, va nous permettre chaque année, on essaie d'innover et d'explorer une dimension différente. Oui. Alors justement, on parlait de M. Sidon Barome et Chedi est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, je suis obligé quand même, parce qu'on est à la télévision, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui découvrent, parce que Mme Loïla, ils ont parlé de mémoire, et tout le monde ne connaît pas l'action de M. Sidon Barome. Alors, un petit rappel historique est nécessaire quand même. Je te remercie, Danick, et je remercie Mme Loïla Rinson, Canal 10. Alors, Henri Sidon Barome, c'est un Guadeloupéen, d'origine indienne, qui s'est battu pendant 19 ans pour l'acquisition de la nationalité française pour les engagés indiens. Comment ça s'est passé? Il a été maire. Il a été conseiller municipal à Pointe-à-Pitre. D'abord. Et il s'est lancé en 1904 aux élections municipales de Cap-Esther, qui s'appelait de la Cap-Esther à l'époque. Il a gagné l'élection, mais venir une semaine après pour l'élire, il n'a pas été élu, il a été trahi, donc il s'est retiré de la politique. Donc il a eu une brève carrière politique. Mais on s'est rendu compte, les grands propriétaires terriens, et se sont rendus compte qu'avoir un maire d'origine indienne à Cap-Esther, c'est rallier tous les engagés indiens et c'est faire disparaître ces engagés sur les plantations à Cap-Esther. Oui. Et donc, on a radié tous ces congénères de la liste électorale.
Il s'est battu à la suite de ça, lettre ouverte à Gerville-Réa, à Chabois-Neuf, à Cicéron, Candace. Il s'est battu pendant 19 ans face à l'administration française pour obtenir ce droit de vote. Et le 21 avril 1923, 19 ans plus tard, c'est une circulaire interministérielle du ministre des colonies qui finalement décide que lui et tous ses congénères et sur l'ensemble des colonies, on doit se voir reconnaître la nationalité française. Alors, ce combat-là, on peut dire, a profité aussi aux Indiens qui vivaient à l'époque en Martinique, à La Réunion, ou oui, alors il y a eu un incident Barham dans chacune de ces îles? Alors, il y a eu un incident Barham dans chacune de ces îles, puisque l'action qu'il a menée, et que d'autres ont menée à la même période, et même avant lui, notamment à La Réunion, ont eu des sorts différents, et c'est cette circulaire interministérielle de la ville 2023 qui règle la situation. Oui. Mais il faut signaler qu'à La Réunion et à la Martinique, l'argumentaire des tribunaux est relativement différent sur certains points. Donc, cette analyse comparative mérite d'être étudiée malgré tout. Oui. J'imagine. Alors, il faut quand même peut-être rappeler que les Guadeloupéens d'origine indienne débarquent en Guadeloupe en 1854. Oui. Et donc, jusqu'à 1923, ils sont considérés comme... Ils sont quoi? Ils sont indiens? Alors, ils sont Guadeloupéens? C'est l'ambiguïté. Oui. Nous avons l'application d'un droit à géométrie variable. Selon que l'engagé indien, lui et sa descendance, ne fait pas de vagues, oui, ni sur le plan économique, ils ne protestent pas, puisque, comme l'a écrit Saint-Garavello, on fait venir ces engagés parce qu'ils sont dociles. Oui. D'accord? Bien. À partir de là, il n'est pas question qu'un homme d'origine indienne soit un leader charismatique d'une population, ni même un leader charismatique d'un syndicat ou fasse grève. Oui. Donc ils sont réprimés comme les anciens esclaves, d'origine esclave. Ah, ils sont réprimés à ce stade-là quand même? Oui. Ils sont réprimés, alors pas autant qu'un ancien Guadeloupéen d'origine africaine. Oui. D'accord? Il n'y a pas de fouet, mais il y a des coups de pied, il y a des sévices. Oui. D'accord? Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas d'ambiguïté entre l'esclavage, oui, qui a son histoire, qui a ses codes, le code noir, et l'engagisme. Oui. D'accord? Mais il faut dire que lorsqu'on est d'origine indienne, la docilité fait qu'on doit avoir un certain comportement, une attitude vis-à-vis des autres populations. Et à partir de là, il n'est pas question d'avoir un droit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les autres communes où il y a des engagés indiens, oui, il n'y a pas cette lutte. Il n'y a pas cette lutte. Oui. C'est simplement le fait qu'un homme qui est né à la Capesterre, qui a une histoire spécifique par rapport à ses congénères, soit conseiller municipal à Pointe-à-Pitre, devienne maire, essaie de devenir maire à Capesterre, et ça gêne. Oui. Ça gêne. On n'accepte pas ni les grands propriétaires terriens, les colons de l'époque, ni même l'administration coloniale. Oui. Et donc, cette situation, alors certains le disent, et aiment à le dire, que ça concerne que la commune de Capesterre. On essaie quand même d'appauvrir et de sous-estimer l'œuvre de cet homme, oui, ce que je conteste fortement. Mais Capesterre n'était pas, comme tu le dis, la seule commune qui avait accueilli des Indiens. C'est vrai, mais dans les autres communes, il y avait certains leaders sur le plan syndical, oui, en termes de protestation, il y avait pas mal d'engagés à Saint-François, au Maule, à Petit-Canal, qui manifestaient contre les colons. Oui. D'accord? Il y avait ce qu'on appelle les engagés marrons qui partaient, il y avait des sévices, ils agressaient, ils volaient, donc ils étaient sévèrement punis. Bien. Mais sur le concept même de l'engagement politique d'un homme, sur la représentation qu'il avait, il fallait couper cet élan-là. Pratiquement l'éliminer, ça a été difficile. Alors, autre question quand même. 1923, d'accord, les Indiens, les Guadeloupéens d'origine indienne ont la nationalité française, mais ça ne supprime pas le racisme anti-indien qui va perdurer pendant encore plusieurs décennies. Vous savez, le racisme existe partout. Il y aura toujours des gens qui vont toujours trouver à redire sur le Guadeloupéen d'origine indienne que je suis. Oui. Donc, mais jusqu'à maintenant?
jusqu'à maintenant, c'est plus subtil parce que ici et là, alors c'est pas de la jalousie, c'est pas du racisme, mais ce sont des petits commentaires assez subtils, assez ambigus. J'ai l'impression que pour certains, heureusement, ils sont de plus en plus minoritaires. C'est que l'engagé indien, par son travail, par sa vision des choses, peut gêner. Et par sa culture aussi. Sa culture, alors, j'ai même eu des gens qui me l'ont dit en toute amitié. J'ai des amis qui me le disent, des amis d'origine africaine, à l'étranger. J'ai dit, vous avez réussi à garder un certain pan de votre culture. Donc, lorsqu'on parle d'identité, on vous voit mieux lorsqu'on parle d'identité, mais pourquoi vous ne l'affirmez pas? J'ai dit, mais je n'ai pas à l'affirmer, je suis une évidence. Je n'ai pas à affirmer des évidences. Il suffit que l'autre reconnaisse cette évidence. Et je crois que c'est un combat à mener. Revendiquer, moi je ne revendique pas. Ouais. Revendiquer, je ne me bats pas pour aller revendiquer mon identité. Je suis guadeloupéen. Elle est. Mais j'assume qui je suis. Quotidiennement. N'en déplaise à certains. D'accord. Non, j'ai posé la question pourquoi? Parce que y a eu des épisodes assez douloureux à Saint-François et on sait que à Matouba Papaye, les Guadeloupéens d'origine indienne n'étaient pas là. J'ai envie de dire, c'est une migration qu'il y a eu. C'est une migration interne parce que ces engagés ont suivi leurs colons. Oui. Ils ont suivi le propriétaire de la terre qui est parti de Saint-François à cause de manifestations. Oui. Mais ce sont des choix de vie. Certains sont restés, d'autres sont partis. Alors, évidemment, mais on retrouve ces sévices sur cette population d'origine indienne en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et même dans le monde anglophone. Oui, mais c'est le cas de tout migrant. Jusqu'à aujourd'hui, en 2023, tout migrant qui arrive dans un pays européen, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, il va subir des sévices. Alors, évidemment, moins qu'à l'époque. Mais il faut bien comprendre que l'étranger, celui qui arrive avec sa différence, ça peut gêner le comportement, le standard. Oui. J'ai envie de poser la question à Laurie Larençon parce que, en fait, je me souviens, je crois que c'était en 2008, c'était l'année de l'indianité en Guadeloupe, si je ne me trompe pas. 2008, c'était ça? 2005. 2005, l'année de l'indianité. Ouais. Et après, il y a eu la statue qui se trouve à la Darse. Et j'ai souvent entendu dire qu'il fallait que l'ensemble des collectivités guadeloupéennes prennent en charge la dimension culturelle indienne. Et je vois qu'elle est prise en charge. Je parle le MAC. Alors, c'est pas comme le MAC Point, 60e anniversaire, c'est quand même une marque. C'est tout à fait, le MAC est complètement dans son rôle. Et toute la discussion que vous venez d'avoir sur ces questions de racisme et de discrimination, c'est une des missions du MAC de combattre ces questions de racisme et de discrimination. Et la façon de le faire, c'est par la connaissance. Et que les Guadeloupéens et surtout les jeunes apprennent à connaître qui était Henri Sidan-Barôme, le combat qu'il a mené, ce procès épique, parce que c'est aussi ça qui fait la différence avec les autres communes et les autres leaders, c'est que lui, il va s'engager dans une voie juridique et il va la mener jusqu'à son terme. Ces éléments de connaissance-là, c'est au MAC de les transmettre et de les mettre à jour. Et c'est aussi parce qu'on va célébrer ensemble nos cultures qu'on va gommer en fait les petites velléités de violence entre nous qui pourraient rester et qui pourraient subsister dans certaines parties de la société. Moi, c'est pas tout le monde sait, je suis partie longtemps et je reviens en Guadeloupe et je trouve une Guadeloupe finalement un peu plus balkanisé, un peu plus retranché comme ça, dans des identités qui se construisent, mais qui se construisent à l'opposé les unes des autres. Et alors que quand je suis partie, tout ça était beaucoup plus fluide en fait. Et on est sur un tout petit territoire et c'est le rôle du MAC d'aider en fait à ce que tout ça qu'on redevienne en fait cette grande communauté. Parce que si le Colombo et le
plat national. Oui. Il y a pas. Ce qui est Voilà. curieux d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est-à-dire que Alors, les Guadeloupéens, comme on pourrait dire le fameux proverbe, ou un Américain là, ou Oui, un mais bon, c'est ça. ou un là, ou un Colombo, et on pourrait dire. Mais alors, en même temps, c'est curieux, et en même temps, c'est le signe qu'à un moment, c'était. Enfin, comment dire, il y a une acceptation globale, quoi. Oui. Et on s'est tous retrouvés derrière une identité commune. Moi, je crois que cette identité-là, elle est commune, qu'on est tous allés manger du colombo sur des feuilles de banane, qu'on a tous fait un jeûne pour aller dans un temple. Et ceux qui l'ont pas fait devraient le faire, parce que nos campagnes sont parsemées de ces temples, et on peut pas être ignorant de ces cultures. Il y a une richesse de tous ces prêtres qui continuent en fait à parler une langue qui n'est plus le tamoul, mais maintenant il y a une école, le sang, et qui fait partie d'ailleurs des associations. Salut Monsieur Négrite. De Monsieur Négrite, voilà, qui ravive les langues sur le territoire. Et toute cette richesse-là, c'est celle qui aussi nous permet, en tant que Guadeloupéens, de nous adapter extrêmement facilement quand on va vivre, étudier au Japon, en Chine, aux États-Unis. C'est parce qu'on a cette habitude-là aussi de côtoyer voilà, des choses diverses. Glisson disait que la mondialisation est arrivée aux Antilles avant même la mondialisation du monde. C'est vrai. Exactement. On est ce laboratoire-là, Oui. et c'est ce laboratoire-là aussi que le MACT veut mettre en avant, et qu'on se retrouve et que finalement on reprenne conscience de ce que nos parents ont laissé, ont construit pendant des siècles. C'est un laboratoire de culture et comment dire, un exemple pour le monde. Oui. Et qui c'est en Guadeloupe qui n'a pas un pied de moringa à Kazaï? Mais oui. Et on va peler. On va peler. Aussi. Sans savoir là aussi. Donc, il y a cet apport de la culture indienne et même hindoue en Guadeloupe qui est indéniable. Voilà. Et on ne peut pas ne pas Alors, parler. Danick, tu sais qu'en 2020, on a planté sur le Mort de Mémoire, parce qu'on a ce projet de faire un jardin créole ou un jardin de plantes créoles, comme il y a eu des discussions la semaine dernière là-dessus. Et en fait, au départ, on a planté 3 arbres. Oui. On a planté un gaillac, endémique de la Caraïbe. On a planté un baobab et un vépélet. Bon. Et donc voilà, et notre unité, elle se fait autour de ces arbres-là et de tout ce qu'ils symbolisent de culture entrelacée qui nous sommes. Et donc c'est normal que le mois des mémoires en Guadeloupe, il commence le 21 avril en célébrant ce combat, la réussite d'Henri Sidant Barome, parce que ce combat-là, il a aussi... comment dire, il a aussi signifié quelque chose pour l'État français, quelque chose de ce qu'un Guadeloupéen pouvait achever, accomplir. Et ce combat-là, il a été suivi d'autres, dans d'autres sphères, mais c'est aussi parce qu'il y a un Henri Sidant Barome, parce qu'il y a une Gerty Archimède, parce que voilà, on a des parents qui ont porté des combats qui nous ont construits et qui sont des marqueurs. Tout à fait. Alors, juste un dernier mot pour cette manifestation. Je pose la question à Chédi. C'est la première fois que le centenaire est fait célébrer au MAC. Qu'est-ce que tu en attends du point de vue de la population guadeloupéenne? Je ne parle pas seulement des Indo-Guadeloupéens, mais d'une manière générale. Alors déjà, il y a quelque chose qui m'interpelle dans la question Indo-Guadeloupéen. Oui. Déjà, je suis... Alors, sous la terminologie, je ne suis pas propriétaire. Hein. D'accord. Certains me disent Guadeloupéen d'origine indienne, moi je dis Indo-Guadeloupéen, comme on dit Afro-Guadeloupéen. J'ai toujours utilisé qu'une seule expression dans toutes mes interventions orales ou écrites, Guadeloupéen d'origine indienne. D'accord. Bon. Toujours. OK. Bon, on pourra en débattre, mais voilà. Indo-Guadeloupéen, je reste circonspect, voire dubitatif quant à l'utilisation de cette affaire. Alors, je dirais que qu'est-ce que j'en attends? Je ne dirais pas moi. Je ne suis pas propriétaire du nom de l'histoire d'Henri Sidant Barome. Ce que j'espère, c'est que nous ayons tous cette volonté d'intégrer dans notre inconscient collectif, dans notre histoire, l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire et le combat de cet homme qui est un modèle. Nous, les parents et surtout les jeunes.
plus concrètement, j'espère que beaucoup de jeunes viendront pour discuter, voir dans cette salle qui est cet homme d'une part, qu'est-ce qu'il a fait de manière générale à travers les 3 interventions. On va dresser un cadre assez général. Jacques Caillaçon, moi et Maître Jabot qui aura une intervention un peu plus spécifique sur ce combat et son impact. Et je pense que les jeunes générations doivent s'imprégner. Parce que je me rends compte que les jeunes générations aujourd'hui, les jeunes Guadeloupéens, toute leur mémoire, heureusement que ce n'est pas une généralité, mais se dilue à travers des comportements, des attitudes et une vision de leur pays. Et c'est la raison pour laquelle je peux comprendre ce phénomène d'identité multiple de combat. Si bien que ce qu'on appelle le Guadeloupéen tend à se diluer à travers un microcosme qui peut être stratifié, ce que je suis assez contre malgré tout. Bon, alors, donc résumons-nous, vendredi, partout de 18h30, la ligne éclairée pour, effectivement, Rissidan Barom, il y a une déambulation artistique dans l'exposition, une exposition permanente, d'une manière générale. Est-ce que, je pose la question quand même, il faut poser même une question quelquefois qui dérange, est-ce que toutes les associations indiennes sont fédérées autour de ce centenaire? Alors, oui, alors certaines n'apparaissent pas sur le flyer. Oui. Alors, il faut dire que ce n'est pas une initiative qui m'est personnelle chez Rissidan Barom. C'est une initiative collective. Je ne vais pas citer l'association, mais c'est une initiative collective et fallait marquer le coup. D'accord. Il fallait marquer le coup. Et je pense que là, il faut qu'un maximum de personnes puissent, s'ils n'arrivent pas à venir, mais puissent garder en mémoire l'histoire de cet homme. Bien. Un dernier mot, Lauréat. Oui, alors je veux dire que cette manifestation, elle est emblématique de la façon dont on travaille désormais dans une démarche tout à fait partenariale. Et ce sont les associations qui sont venues. Et alors je voudrais remercier, même si on ne peut pas citer tout le monde, mais je vais quand même remercier Gérard Pétapermal et Annick Ragoubert. Et puis il y a évidemment toutes les associations que vous voyez sur le flyer et puis d'autres, parce qu'on n'a pas pu toutes les mettre. Mais c'est vraiment le MACT et la coquille qui accueillent, qui construit avec, mais ce sont vraiment les associations qui viennent avec le projet et qui le développent. Et c'est pour ça qu'on peut le faire dans un temps assez record, finalement, organiser ce centenaire au MACT. Et puis ça sera pour nous le début aussi d'un travail sur Sidan Barom. Alors, et pourquoi cette démarche partenariale elle a été aussi possible? C'est parce que c'est le résultat d'un travail et d'un dialogue fécond depuis 3 ans. Régulièrement, on discute avec Chédi, avec Gérard, avec Elie Chitalou, avec Annick Ragoubert, voilà. Et donc c'est pour ça aussi qu'au pied levé, on peut se dire, allons-y, on fait ça, parce qu'on est dans une trajectoire commune. Alors, il y a d'autres projets de colloques scientifiques et d'autres moments, en fait, qui devraient se passer au MACT, et c'est ce qu'on devra construire ensemble. Moi, ce que je vois, c'est que depuis la diffusion de la communication, j'ai énormément de retours en Guadeloupe, mais aussi au national, à l'international, un intérêt incroyable qui me surprend et qui me fait penser qu'il faut peut-être une exposition. Je lance ça comme ça à la volée. Oui, mais c'est nécessaire. Voilà, pour mieux connaître autour de la personne d'Henri Sidan Barom toute cette histoire et tout ce combat-là. Une dernière question, Lauréat, quand même. La situation est apaisée un petit peu au MAC? Alors la situation, elle se construit, hein, le MACT se structure avec des soubresauts, hein, parfois volcaniques. Moi, je reste... C'est l'identité du MACT qui est volcanique ou c'est l'identité de Lauréat? Alors, je ne sais pas, je sens le soufre, mais en tout cas, moi, je suis comme la soufrière, je ne bouge pas. D'accord. Bon. On a entendu, rendez-vous vendredi avec Chédi et avec tous les invités, les Guadeloupéens qui seront là, d'origine indienne ou afro ou indo-guadeloupéen, puisque les deux mots sont utilisés. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Il est déjà 13h et presque 13h. On prend le premier sujet d'actualité avant de prendre la première pause de cette séquence. Présentation du Tour de la Guadeloupe. Olivier Moradel était sur place avec Pascal Abattant. On regarde.
des équipes locales dans la mesure où il y a eu la réforme des licences. On a des coureurs qui sont en catégorie élite, d'autres en Open 1, 2, 3. Et il y a des coureurs qui sont en Open 3 aujourd'hui, qui ne sont pas compétitifs. On les voit sur le Crédit Agricole. Il y en a d'autres qui vont monter. Je prends l'exemple, on a 2 jeunes du VCS qui sont juniors, Yuri Marguerite et Maël Romney, qui l'an dernier ne seraient pas éligibles parce qu'ils étaient juniors, mais ça a changé. On va les faire passer en Open 2. Donc ces jeunes-là seront éligibles au tour. Après, c'est leur directeur sportif de voir ou pas s'il les engage. Johan Ruffin, qui avait coupé, qui a pris une licence Open 3, à la fin du mois, va passer en Open 1 parce qu'il a des résultats, il prend des échappées. Et ça, c'est important. Je pense que c'est le niveau des coureurs pour une course internationale. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir des coureurs qui, au bout de 10 km, se font lâcher à Blanchard. C'est pas bon pour l'image du tour. Et les équipes qui ne pourront pas aligner 4 coureurs compétitifs, sachant que c'est 4 minimum, ne pourront pas participer. Ça, c'est clair. Le parcours assez exigeant, comme l'année dernière, je l'ai dit. Ça va être, le plus fort qui va gagner, le meilleur et la meilleure équipe surtout qui va pouvoir gérer son maillot jaune. Et puis, avec les invités qu'on a, surtout le Rwanda, je pense que ce sera vraiment relevé. Ah oui, c'est vrai que la Vendée, ils sont très bons au niveau des bordiaux, comme vous le dites, Pascal. Après, bon, on saura gérer ça. On connaît notre Guadeloupe, on connaît nos parcours, et puis on sera aussi à notre avantage. Il faut savoir partir avec des objectifs, même les plus hauts, pour pouvoir atteindre les objectifs et pourquoi pas être étonné de soi-même. C'est soit une course Elite Open. Donc nous, on s'arrête sous les équipes Open 1 et 2 parce qu'on va pénaliser trop de clubs. Donc ce sera une course ouverte aux Elite Open. Je sais qu'au niveau international, voilà, parce que on est un côté amateur aussi, parce que les équipes sont amateurs. Donc pour ne pas pénaliser certains clubs, donc il y a des coureurs qui vont pouvoir prendre le départ à la limite, mais qui vont finir le tour. Donc c'est pour ça, mais ce sera ouvert aux élites Open 1 et 2. Mais sous notre réglementation, c'est une course élite Open. Le rendez-vous est pris donc pour le 4 août, du 4 au 13 août, le Tour de la Guadeloupe avec tous les champions et tous les cyclistes venus de l'étranger. Et en espérant qu'un Guadeloupéen cette année remportera ce tour. Voilà, c'est la fin de la première séquence du ZCL. Dans un instant, on se retrouve avec Madame Miguel d'Auvergne. Elle est déjà là, elle va nous présenter ses produits. Et on va parler un petit peu de choses particulières en ce qui concerne le soin tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Dans un instant, on va recevoir Miguel d'Auvergne. Bonjour. Bonjour. Elle est gérante de la société Soul et Dom. Elle va nous expliquer tout à l'heure pourquoi elle est venue avec des produits. Mais avant, on va continuer à faire un retour sur l'actualité. Et donc, ce nouvel outil de diagnostic des pathologies plaquettaires, c'est important. Justement parce que vous savez que quelquefois on a un certain nombre de maladies qu'on ne peut pas déceler simplement, et donc il y a une façon un peu particulière de diagnostiquer, et ça s'est fait devant la caméra d'Olivier Félix. On regarde. C'est une vraie chance pour la Guadeloupe d'avoir cet automate parce que effectivement on a des patients qui saignent de façon inexpliquée, et grâce à cette machine, eh bien, on va pouvoir en diagnostiquer une bonne partie très probablement, ou en tout cas leur permettre de réduire le champ diagnostique et de continuer à avoir une vie correcte avec une bonne prise en charge. Nous sommes assureurs, mais dans notre cursus normal en tant qu'assureur, on est aussi là pour faire de la prévention. Et quand il y a eu la demande d'abord du CHU qui a été fait au niveau national sur la Fondation Groupama sur les maladies rares, on nous a contacté pour nous demander est-ce que vous êtes d'accord pour aussi participer au financement de la Grigomec pour le CHU de Guadeloupe. On a dit tout à fait. On a dit OK, on a répondu OK, parce que c'est tout à fait de nos gènes d'aider des associations, d'aider des chercheurs. Et ça s'est fait naturellement. Il y avait analyse ou il n'y avait pas analyse, tout simplement parce que les plaquettes sanguines qui sont explorées par cet automate ne peuvent pas voyager. Donc, au bout de 4 heures, elles sont détruites. Donc, on ne pouvait pas prélever les patients et envoyer les prélèvements en métropole pour analyse, parce que de toute façon, ils arrivaient et ils étaient inexploitables. Donc, ça impliquait que les patients eux-mêmes aillent se faire explorer dans l'Hexagone, ce qui, évidemment, n'est pas donné à tout le monde, parce que la prise en charge n'est pas forcément... n'existe pas forcément dans ces pathologies, parce que ce sont des patients qui parfois ont une vie quasiment normale, mais en tout cas qui n'ont pas un besoin de diagnostic immédiat, mais du coup donc qui avaient une errance diagnostique très longue, alors que maintenant ils vont pouvoir être diagnostiqués sur place et donc éviter des frais
inconsidéré pour avoir un diagnostic. C'est une bonne action parce qu'on participe aussi à faire en sorte que nos concitoyens et nos Guadeloupéens aussi puissent avoir une santé et être suivis comme il le faut au niveau santé. Dès que les mises au point seront complètement terminées, on va les reconvoquer et les explorer de façon très précise en fonction donc, de toute leur symptomatologie. Parce qu'évidemment, on cible en fonction des pathologies des patients certaines analyses. Mais ça devrait démarrer très très vite. Et il y a un deuxième versant aussi dans cet automate, c'est qu'on va pouvoir faire des programmes de recherche, notamment chez les patients drépanocytaires dont on sait qu'ils ont des anomalies plaquettaires. Et grâce à cet automate, eh bien, on va pouvoir aller plus dans le détail de ces anomalies plaquettaires et mieux comprendre la drépanocytose aussi. Voilà, bien, on va quitter le domaine médical, mais on va prendre un domaine paramédical, puisque nous avons avec nous Madame d'Auvergne, qui est gérante d'une société qui s'appelle Solidom, et elle va nous présenter un certain nombre de produits. Mais avant ça, je voulais bien savoir un peu, Solidom, qu'est-ce que c'est? Alors bonjour, effectivement, Solidom. Solidom est parti à la suite d'une histoire de femme que j'ai bien connue et que beaucoup de nombre de personnes connaissent aujourd'hui, parce que j'étais une ancienne femme battue. Et j'ai perdu mon travail et à la suite de ça, il fallait retrouver... Allez, rebondir, comme on dit. Et donc, il fallait trouver un nom de société. Oui. Et je n'avais pas de réponse. Et puis, j'ai fait appel au divin en demandant tout simplement s'il pouvait m'aider à trouver un nom. Et j'ai trouvé Solidom. Solidom qui est C'est tombé du ciel? Oui, c'est tombé du ciel puisque c'est un arbre qui est à l'orée d'une rivière et qui, par sécheresse, en période de dure vie, donne toujours des fruits. Donc en fait, il est toujours. C'est un arbre nourricier. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. Et donc nous avons passé avant Covid, pendant Covid, après Covid, et Solidom est toujours là. Et aujourd'hui, Obioma, qui est, comment dirais-je, la suite de Solidom, oui. Puisque je suis fondatrice de C'est une autre société. C'est pas une autre société, c'est un nom de marque. Ah, c'est une marque. En fait, il a fallu que je trouve un nom de marque qui puisse représenter ce que j'étais. Obioma. Et Obioma. Alors, qu'est-ce que c'est Obioma? Qu'est-ce que ça veut dire? Obioma veut dire bienveillance en Igbo. Hein? En Igbo, Nigeria. Je suis revenue à la source, tout simplement. Et là aussi, pareil, c'est Dieu qui m'a donné ce terme, puisque je voulais absolument un terme qui puisse m'identifier. Et comme je suis quelqu'un de bienveillant, donc Obioma veut dire bienveillance. Donc nous travaillons... Bienveillance. Donc nous travaillons au sein... Alors je suis déléguée médicale de formation et je suis devenue par hasard vraiment distributrice de mes produits. Et c'est un laboratoire qui avait besoin de distribuer ces produits naturels sur la Guadeloupe, qui avait mis des années à ne trouver personne. Et je pense que c'était fait pour moi. Et c'est à la suite d'une brûlure, donc à la brûlure de mon sein, que j'ai pu utiliser la Santella, donc ce produit qui est merveilleux, c'est ce produit Santella. Et la Santella asiatica, c'est Monsieur Drumeau, le naturopathe qui est sur la Grande Terre, qui m'a dit que vraiment c'est le produit à mettre sur mon sein que j'étais en train de perdre. Donc moi j'étais en train d'être traitée par des produits autres et donc en rentrant chez moi j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que je suis allée... L'image qu'on voit là, c'est... Voilà, ça c'est au bout de 3 semaines de cicatrisation. Et en fait, j'ai pu récupérer mon sein, vraiment, en totalité, grâce à ce produit merveilleux. C'est-à-dire, sans ce produit, vous alliez perdre... Alors, sans ce produit, la cicatrisation n'était pas du tout réussie. Donc, en fait, voilà. Donc, mes médecins m'ont suivi, parce que moi, en fait, je fais de la promotion auprès de mes médecins, qui, après, prescrivent les produits, qui utilisent les produits aussi, et c'est distribué en pharmacie. Et pour que ça soit aussi plus simple pour beaucoup d'entre nous, donc ça c'était la brûlure du sein. Alors ça c'était la brûlure. Ça c'était la brûlure du sein, vraiment. C'était pas beau du tout. C'est une partie qui fait très très mal, c'est au niveau du sein, le visage. Et après combien de semaines la cicatrisation? La cicatrisation s'est faite en 3 semaines, complète. C'est un produit miracle, ça. C'est un produit miracle. D'ailleurs, Monsieur Drumeau me l'avait dit. Il m'avait dit, tu as de l'or en main. Et quand je lui ai montré la brûlure, je lui ai dit que ça ne pouvait pas cicatriser cela. Et il m'a dit que si. Donc il m'a montré comment faire. Et je suis rentrée chez moi et j'ai opéré exactement de la même façon dont il m'a dit. Et alors, Madame D'Auvergne, vous voulez dire que si quelqu'un aujourd'hui a une brûlure quelque part à la main, quelque part,
Oui, tout la à fait. personne peut... Tout à fait. Je vous ai donné d'ailleurs des photos de la main de la mère de Leila Rinaldo, qui est Oui, voilà, gériatre c'est au ça, la CHU. main, oui. Et en fait, elle s'est brûlée. Et c'est vrai que la réépidermisation s'est faite au bout de 3 semaines. 3 semaines de pansement complet et après Oui. massage avec donc la Santella qu'elle a terminée et après Oui. un autre produit qu'on appelle la Cicolea, qui est un anti-âge, mais qu'on D'accord. utilise aussi pour la cicatrisation. Ce produit est fait avec des plantes C'est de la plante. C'est oui. la Santella asiatica. C'est pour ça qu'elle porte le nom de Santella. Ça, c'est le lendemain de la brûlure. Et au Voilà. fur et à mesure, la peau s'est défaite. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez 335 000 personnes à peu près qui se brûlent à la suite d'un accident domestique. Oui. Ça représente à peu près 67% total du nombre de victimes de brûlés. Et on se bat aujourd'hui avec les médecins pour que ce produit soit utilisé, mais il n'est pas utilisé que pour la brûlure. Alors on s'excuse pour les gens qui sont sensibles. Voilà. Les images sont un petit peu brutales, Voilà. mais il fallait quand même qu'on les montre Tout de à manière fait. à ce que les gens comprennent l'intérêt de ce produit Tout et à son fait. efficacité Tout à fait. sur Tout les à fait. brûlures. Hein. Alors, c'est une crème qui est antibactérienne, donc Oui. elle va agir sur 3 bactéries, Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus et Streptococcus B. Et c'est un Et ça, produit c'est qu'on- le résultat déjà Ça, après c'est le 3 résultat au semaines. niveau de la réépidermisation. On est déjà en AJ13. Voilà. Ouais. Ça agit énormément. C'est un produit qui est utilisé aussi, qui a été utilisé beaucoup pour le pied diabétique au CHBT par Oui. Dr Catherine Bourgeois, qui l'a utilisé pour la cicatrisation de personnes qui devaient se faire amputer, qui ne se sont pas Ah, fait amputer. même pour Oui. l'amputation. En fait, on les utilise pour les ulcères, pour les escarres, pour les brûlures, mais on peut l'utiliser aussi pour les radiothérapies, chimiothérapies, avant-après. C'est un produit qu'on utilise beaucoup pour les dermatoses, les eczémas, les lupus, les psoriasis. On passe par le nourrisson, par la femme enceinte, on passe par des pathologies chroniques. On a toute une gamme d'huiles, de shampoings, d'anti-âge, Kojic pour les taches brunes. La Santella a été beaucoup plébiscitée en 2017, en juillet 2017, je donne exactement les dates, puisque nous avons été dévalisés entre le mercredi et le vendredi de la première semaine de l'année Dévalisés. 2017. Oui, parce qu'il y a eu le Zika. Bon. Le Zika. Ah, d'accord. Voilà. Ah non, je crois que c'était bon, d'accord. Non, pour le Oh, Zika. Et c'est un d'accord. produit qui est utilisé beaucoup pour les piqûres de moustiques. Aussi. Voilà. D'accord. Donc en fait, il y a une large Et ça, c'est la indication. main, on vient de voir aussi la main. Ça, c'est la main finale. On revient sur Remettez, l'image. remettrez. Après la brûlure. Ah oui, ça c'est la brûlure de la mère de Madame Rinaldo, oui tout à fait, Ah, ouais, ça, que j'ai c'est- vu encore il y a 2 jours et qui à chaque fois partout où elle passe fait vraiment la promotion du produit en elle-même. C'est une D'accord. réépidermisation complète. En fait, c'est le seul produit, c'est la seule plante qui vous permet d'avoir une réépidermisation complète, sans croûte, sans cicatrice, sans démarcation. À partir du moment que c'est utilisé comme il faut. Ah, je vous assure. Ça fait 8 ans aujourd'hui que je sillonne, ça fait 8 ans qu'on parle, les médecins, l'ARS, enfin bon, c'est vrai que nous voyons beaucoup de médecins qui utilisent de plus en plus les produits, qui les Qui utilisent sont vendus en pour eux-mêmes. pharmacie, C'est vendu en pharmacie aussi, sous prescription ou sans sur prescription. prescription et sans prescription. D'accord. Voilà. Nous, on peut nous joindre aussi sur WhatsApp, donc je donnerai mon numéro de téléphone sans problème. Il y a un site Obioma qui est dédié, donc www.obioma.fr, où vous pouvez acheter vos produits aussi. C'est livré gratuitement à partir de 60 € d'achat. Ouais. C'est un produit qui confère aussi la particularité que je suis, puisque je suis aussi déléguée médicale. Donc c'est important pour moi d'allier le médical au bien-être. Oui. Et voilà. Et aujourd'hui, nous recrutons, pour ceux et celles qui veulent faire partie de la promotion, qui veulent faire partie de l'aventure, nous recrutons des VDI et voilà, pour enrichir aussi toute notre population. Alors, ce qui est important aussi, je pense, c'est la qualité du produit. Oui. Parce qu'à partir du moment que vous avez une santé là chez vous, vous avez plein de crèmes que vous pouvez ne pas avoir. C'est aussi une crème hydratante. C'est-à-dire que toutes les crèmes de la gamme que nous vendons peuvent être utilisées comme des crèmes de jour. Elles sont non photosensibilisantes. Et c'est vraiment des produits qui sont merveilleux. Les médecins se battent pour l'utiliser. Vous avez du Cytol Slim pour la masseur, mais Oui. que la femme enceinte peut utiliser aussi. Vous pouvez l'utiliser en pressothérapie pour les drainages lymphatiques. Ça donne de merveilleux résultats. Le Psychocléa. Le Cytol Slim. La Cicolea, c'est une crème anti-âge, végane, qui est utilisée à 3% de la population en anti-âge. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est post-cicatrisation, pour éviter la kéloïde, qui est anti-inflammatoire, qui est antivirale, qu'on utilise beaucoup pour le zona, pour la varicelle à partir de l'âge de 3 ans. Pour les femmes qui ont des épisiotomies aussi, post-cicatrisation de toute chirurgie. Et on l'utilise aussi beaucoup pour les muqueuses.
Bien. Voilà, je donnerai plus d'informations après. Vous avez le Kojic pour les taches brunes, taches de vieillesse. Oui. Et puis la Santella qui est utilisée beaucoup à merveille pour des coups de soleil, pour des eczémas, pour des érythèmes fessiers du bébé. Enfin, vraiment, une large gamme qui reflète la qualité, l'économie aussi, et l'efficacité, bien sûr, du produit. Économie parce que c'est important de nos jours, je pense. Ben, je crois qu'on a fait le tour, on a noté. Voilà. Et puis, les gens iront sur le site www.obioma.fr, c'est ça? Voilà, tout à fait. Il y a Instagram aussi, si Il y je a peux un donner Instagram, le... Voilà, Obioma. c'est obioma-fr, tout simplement. Bien. Ben, Madame Doubert, on vous remercie Voilà, je vous pour ces remercie conseils de m'avoir reçu. paramédicaux, on va dire. Voilà, si on peut. Ouais. Et on va passer à autre chose tout de suite. Les assises de la mobilité solidaire ont eu lieu hier. Et donc, Charlie Dagonia s'est rendu sur place. Alors, la mobilité solidaire, bien évidemment, c'est dans le cadre aussi de l'économie sociale et solidaire. Et de plus en plus, aujourd'hui, les emplois, on se déplace. On crée un emploi aujourd'hui, on change demain. Ça s'appelle la mobilité. Mais quand elle est solidaire, elle est différente. Reportage Charlie Dagonia. Aujourd'hui, il y a ce diagnostic qui a été précisé tout au long de la journée. Il y aura donc des ateliers de travail de manière à trouver donc des pistes. On a beaucoup parlé de covoiturage, nous avons parlé donc de revoir donc les lignes. Il faut dire aussi qu'il y a tout un travail qui a commencé entre les EPCI, régions, départements, dans le cadre de l'organisation unique donc, du transport sur le territoire, qui devrait pouvoir apporter des solutions. Mais moi aussi, en tant que président du département, j'ai été fortement alerté par un certain nombre de choses et nous allons voir aussi comment favoriser cela, qu'il puisse y avoir donc des tarifications spécifiques pour les personnes les plus défavorisées qui sont en situation d'insertion ou les minima sociaux, de manière à ce que, par exemple, il y a eu où on a précisé quelqu'un qui payait 14 € par jour, prêt-à-pied de Basse-Terre. Donc, il y a des pistes, des prestations à mettre en place. Mais je salue le travail qui a été effectué par nos services et également l'association pour avoir un diagnostic en plus qui est suffisamment fiable puisque c'est pratiquement 2000 personnes qui ont été consultées, ce qui donne une force à ces résultats. C'était l'occasion de partager sur le diagnostic territorial de la mobilité solidaire qui a été réalisé par l'association Solidaritis sur notre territoire. Et c'est ensuite forcément autour de ces assises, autour des ateliers qu'on a pu organiser, c'est la contribution de tous les acteurs à apporter des projets innovants, à apporter des solutions à une situation dont on sait tous ensemble qu'elle peut être compliquée pour se déplacer sur notre territoire et notamment sur les publics en situation de précarité. Donc c'est vraiment un travail qu'on compte aujourd'hui avec tous les acteurs, avec le président du conseil départemental, avec les élus du territoire et avec toutes les associations qui sont parties prenantes de la mobilité solidaire, de manière à apporter des solutions concrètes qui déjà sont testées sur certaines parties du territoire et qu'on va essayer de déployer, de développer, parce que avec le conseil départemental, l'État va porter un appel à projet doté de plus d'1 million d'euros. Nous avons répondu à un appel à projet lancé par les services de l'État et le conseil départemental. Donc nous avons effectivement pu mener notre diagnostic territorial sous commande publique. Maintenant, nous allons effectivement lancer une plateforme d'écomobilité inclusive sur le territoire Guadeloupe. Et en termes de financement, le président du conseil départemental et les services de l'État ont effectivement ont ce besoin de pouvoir financer cette action phare, conscient des gros enjeux de mobilité des publics en insertion sur le territoire Guadeloupe. Voilà, c'est la deuxième pause dans le ZCL News, deuxième séquence. On va recevoir dans un instant Pascal Bathilde et Kenny Bouni. On va parler d'agro, le concours Agrine. Et puis on va terminer avec Martine Fazer sur la culture selon Martine. À tout de suite. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir successivement Pascal Bathilde. Bonjour. Bonjour. Et Kenny Bouni. Bonjour. Bonjour. Ils sont tous les deux... ils participent tous les deux à ce concours à gros terme. On va regarder tout de suite la vidéo et on revient vers vous. Ensuite, on reçoit Martine, qui est déjà là.
Voilà, nous sommes à 2 jours pratiquement de la fin de ce concours à Green Startup et nous recevons donc 2 participants, peut-être 2 gagnants demain, on ne sait pas. Pascal Batil, il est de Baïf, exactement de Saint-Robert, et il a un projet qui s'appelle Bois OD. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, Pascal? Oui, donc mon projet consiste à réintroduire un peu les croissants en Guadeloupe dans notre alimentation. Donc en fait, moi j'ai repris l'exploitation il y a à peu près 1 an et demi. Donc principalement, on fait en tout cas du cacao et de la vanille en agroforesterie. Donc on est sur 13 hectares à peu près. Et aussi, dans le contexte de l'exploitation, on a une richesse effectivement de sources d'eau, de sources de fraîcheur, et en fait on est vraiment sur 700 mètres d'altitude. Donc effectivement, on a commencé à mettre en place des bassins de croissants et qui fonctionnent très bien. Donc le but, c'est de développer un peu plus cette production pour offrir à un peu toute la population guadeloupéenne des produits sains, des produits bio qui permettent effectivement... Alors, qu'est-ce que ce croissant de particulier, par exemple? Ce croissant, déjà, il est bio, donc c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, c'est un aliment qui est quand même riche en vitamines, qui est riche en oligo-éléments. Donc c'est vrai que les professionnels de santé préconisent de consommer pas mal ce légume parce que en fait, ça prévient de certains cancers, des maladies cardiovasculaires et d'autres maladies effectivement qui sont un peu dont les Guadeloupéens ont pas mal de soucis en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment mettre en avant cette production, parce que réellement, je pense que nous avons quand même un aliment qui est sain, qui est bio et qui permet effectivement de pallier à certaines maladies que nos Guadeloupéens ont en ce moment. Alors, et vous cultivez ça dans quelle région? Précisément, je suis sur Saint-Louis-Baïf, dans le lieu qu'on dit Bois Odette, exactement. Donc, c'est un peu à la frontière de Matouba et de Baïf. Donc, le pont est rétabli? Toujours pas. Toujours pas? Toujours pas. Le pont n'est toujours pas rétabli. Donc, c'est vrai que c'est on ne peut pas aller à Saint-Claude en faisant par Saint-Louis. C'est ça. C'était effectivement une route que j'empruntais souvent parce que ça permet de désengorger un peu la ville de Basse-Terre. Sauf que depuis Fiona, le pont, il est complètement cassé. On ne peut vraiment pas passer? Ah non, c'est complètement... Même pas à pied? Si vous êtes courageux, allez-y. Mais c'est vrai que quand la rivière est assez forte, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis il y a des déchets, il y a plein de choses. Oui, il y a des troncs d'arbres. C'est un peu compliqué. Bon, après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la sécheresse. Donc le niveau de la rivière est un petit peu plus bas. Donc on peut se baigner, profiter. Mais quand c'est en période de pluviométrie, c'est compliqué. Et donc ce cresson de Saint-Louis, il bénéficie d'un climat suffisant ou bien vous le faites sous... Non, nous sommes en plein air ici. En plein air. Comme je l'ai dit précédemment, nous sommes sur 700 mètres d'altitude. Oui. Donc la température ne dépasse pas les 20 degrés généralement. Donc même quand il fait très très chaud, on va dire sur la Basse-Terre, dans la ville, il faut toujours très frais là-haut et il pleut pratiquement tous les jours, tous les matins. On a une petite rosée matinale qui est fraîche. Et comme je vous disais, nous avons 2 cours d'eau de très bonne qualité que j'ai fait expertiser notamment par les bureaux de l'Institut Pasteur. Monsieur Crane travaille beaucoup sous l'eau là. Exactement, effectivement. Il y a Monsieur Crane qui n'est pas très loin. On a les bananeraies beaucoup plus bas de Linière notamment et d'autres bananiers de la région. Et c'est vraiment une région propice pour ce genre de culture parce que, comme je vous disais, il fait frais, l'eau est de très bonne qualité, je suis labellisé bio. Donc on souhaite vraiment promouvoir cette culture et la mettre, on va dire, dans les assiettes de chaque Guadeloupéen pour leur permettre justement d'avoir des bons aliments riches en vitamines, riches en oligo-éléments, justement pour prévenir certains cancers, pour prévenir effectivement des maladies cardiovasculaires. Parce que aujourd'hui, on sait comment nous sommes rongés par ce genre de maladies ici en Guadeloupe. Et j'estime qu'on doit développer plus ce genre d'alimentation pour donner une deuxième vie à nos Guadeloupéens. Bien, alors, quand on vous voit, on voit bien que vous avez mangé beaucoup de croissants. Alors, Kenny Willy, bonjour, agriculteur au nom du projet Recyclant. Recycban. Alors, c'est de la banane. Alors, je suis producteur de bananes.
depuis 2019. Vous êtes de Cap-Esther, hein? Oui, je suis de Cap-Esther, mais ma production, c'est sur la commune de Goyaf. Oui. Enfin, la banane en tout cas, et je détiens aussi un élevage bovin. Et justement, Wessigban, ça consiste à améliorer l'équilibre de fertilité des sols de manière durable, associé à des pratiques, justement pour produire une banane agroécologique. Et l'enjeu de projet est d'améliorer le tri et la valorisation des déchets biodégradables sur le territoire. D'accord. Alors, votre banane elle sera bio aussi, non? Ma banane, bon, moi, ce qui me concerne, moi, c'est que je ne suis pas labellisé bio. Oui. Je ne suis pas labellisé bio, encore, oui. mais je n'utilise pas d'intrants chimiques. D'accord. Je Ce que vous dites, c'est de la banane agroécologique. Agroécologique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'utilise aucun intrant chimique. Ma fertilisation, plus particulièrement, c'est une fertilisation saine, où, justement, pour lutter contre l'enherbement, un exemple, pour lutter contre l'enherbement, j'ai un élevage ovin en phase expérimentale. Ouais. Pour lutter contre l'enherbement, ce qui m'a permis justement de développer encore plus avec les instituts dont je travaille, la fertilisation, grâce aux urines, aux crottins que nous recyclons et que j'injecte dans la fertirigation, associée à un lixiviat de hampe de banane. Le lixiviat de hampe qu'on récupère chaque semaine lors du conditionnement, que j'injecte dans la fertirigation, comme je dis, associé à des biointrants. Vous faites que de la banane? Je fais de la banane, j'ai un élevage ovin et aussi un élevage bovin sur les parcelles en jachère. Alors pour le concours à Green Startup, c'est sur la banane que vous faites le focus, comme on dit? Bien sur l'ensemble de la propriété, puisque le but de ce projet est de, justement, parce que moi je suis sur des sols ferralitiques argileux, très pauvres en matière organique. Je ne sais pas si vous y connaissez en termes techniques de sol, mais nous sommes sous des sols, comme on dit en Guadeloupe, ces sols-là maigres. Donc il faut apporter énormément. Très sec, C'est pas que c'est sec, c'est pauvre en matière organique. C'est les premiers sols, il faut apporter énormément de matière organique. Pour pouvoir justement amplifier l'activité biologique du sol. Et qui prend par la suite l'activité biologique qui remplace les intrants chimiques. D'accord. Et vous êtes sur combien d'hectares? Là, j'ai 4 hectares 37 de plantés. Et je n'ai pas posé la question à Pascal, combien d'hectares vous faites En totalité, on a 13 hectares, donc on a 7 hectares de cacao et de vanille. Et on est sur 6 hectares, on va dire, de prairies, et là où on développe la partie croissonnière. Donc, voilà. Vous faites de la vanille aussi? Oui, on fait du cacao et de la vanille. En agroforesterie. Ça a déjà commencé, les exploitations? Oui, donc on a déjà une bonne part. On a commencé, ça fait à peu près 1 an et demi, donc la vanille pousse très, première école de vanille a déjà eu lieu? Là, en ce moment, vu que en fait, c'est une reprise d'activité que je fais, c'est-à-dire que mon père à l'époque avait déjà entamé la partie vanille, donc là, en ce moment, donc, on est en train de réhabiliter la vanille qui était sur place, et c'est vrai qu'en ce moment, on a une belle floraison parce que c'est la période de fécondité en ce moment, donc on a une belle floraison. Donc tous les jours, effectivement, nous avons de belles fleurs de vanille qu'on féconde, et pour pouvoir, je pense que cette année, on aura un beau taux de vanille en tout cas. Alors Kenny, vos bananes sont déjà sur le marché, j'imagine? Les bananes sont sur le marché, c'est sur le marché dans l'Hexagone et je pense ici aussi. Mais essentiellement, moi, ma culture est vouée à l'exportation. À l'exportation? Oui. Parce que vous faites quoi? Combien de tonnes vous faites par an? Ça c'est... L'année dernière, en tout cas, j'ai pu produire 267 tonnes de bananes sur 4 hectares 37 quand même. Avec une fertilisation saine. Ça, c'est un rendement assez satisfaisant, quoi. Alors, j'ai une précision. Quel type de banane vous faites, vous? Essentiellement la banane Cavendish. Cavendish? Ouais. Vous ne faites pas de ce qu'on appelle banane plantain? Banane plantain, non. Pourquoi on ne fait pas le plantain? Je voulais bien comprendre. C'est pas que c'est compliqué. J'ai eu l'occasion de faire de la banane plantain auparavant. Mais maintenant, je suis
adhérent à la SKLPG. Oui. Donc, ma vocation, en tout cas, c'est la banane export. Et la le plantain n'est pas Cavendish. exportable. C'est compliqué. C'est compliqué, ça doit être compliqué. Je ne sais pas. Je sais pas. J'ai pas de recul sur ça pour vous répondre. En tout cas, messieurs, on vous souhaite bonne chance, puisque je sais qu'il y a 16 concurrents. J'ai déjà vu à peu près une dizaine. Je vous assure que tous les projets sont aussi beaux, aussi importants pour l'agriculture guadeloupéenne, et pour que les jeunes qui portent ça, parce que je disais ça hier, il y a 2 concurrents qui étaient là, qu'on pensait que les jeunes ne s'intéressaient plus à l'agriculture. C'est pas vrai, ça? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Nous sommes des amoureux. Nous sommes des amoureux de l'agriculture, mais pourquoi on pense ça? Parce que les coûts de production, je pense que les coûts de production sont énormes, sont très élevés, et l'inflation est arrivée justement pour ne pas arranger les choses. D'accord. Et sinon, on arrive à maintenir nos sociétés, nos entreprises. Oui. Mais je pense qu'il faut que le gouvernement se réveille. Mais juste un dernier mot pour vous particulièrement. Est-ce que, hier, je me disais ça, on ne peut pas produire que de la banane et de la canne en Guadeloupe? On ne peut pas produire que de la banane et de la canne en Guadeloupe, je suis d'accord. Ça prouve, je suis un peu en diversification, puisque j'ai un élevage bovin pour gérer mes parcelles en jachère. Ce n'est pas un élevage de 2 bovins ni de 3 bovins. Oui. J'ai un élevage au vin pour gérer l'enherbement sous bananerie. D'accord. Et l'élevage au vin, ce n'est pas un élevage que je vais exporter, donc c'est certainement un élevage comme ça en phase expérimentale. Donc on se cherche toujours. Oui. Ça va être un élevage pareil que les bovins, ça sera pour la population guadeloupéenne. Oui. Et je vous posais la même question que j'ai posée hier. Lui, un de concurrents avait un élevage caprin. Je disais qu'il y a beaucoup de vols dans ce domaine-là. Est-ce que vous êtes bien protégé? S'il faut regarder sur les vols, on ne fera rien. Oui. Il faut pousser la recherche. Moi, l'élevage au vin, je ne m'y connaissais pas et je suis rentré dedans parce qu'il faut pousser la recherche, il faut chercher. Il faut chercher parce que nous sommes la culture banane, en tout cas, une culture assez structurée. Oui, donc il faut chercher pour pouvoir permettre à l'ensemble des filières cultivatrices agricoles guadeloupéenne de faire un pas vers la transition écologique. Donc il faut se donner au jeu, il faut bien quelqu'un qui se donne au jeu. Donc la filière banane, en tout cas, s'est lancée dans ce jeu depuis 2007, parce que nous avons réduit nos herbicides de plus de 80%. Aussi, oui, bien sûr. Donc ça fait longtemps que nous avons fourré le nez dans la transition écologique. Oui. Donc nous, on veut que l'agriculture fasse un pas en avant, mais pas n'importe comment. Bien sûr. En tout cas, vous souhaite bonne chance, tous les deux. Merci bien. Puis pour le cochon qui aide pour les maladies comme le cancer, pour une banane agroécologique, on souhaite que vos propositions et vos projets aboutissent. Et on va recevoir les gagnants d'autre manière ici. On va respecter que c'est qu'ils ont. Respect aussi. Voilà, c'est l'heure de Martine, 45, 15 minutes de Martine. C'est parti, générique. C'est magnifique ce que vous faites. Merci. Martine, bonjour. Bonjour Danick. Quoi de neuf? Ça va bien, je te remercie. Ça bouge, enfin j'ai beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Et je voulais, pendant que je suis à l'antenne, féliciter ces messieurs de vive voix. Ah oui, parce que ça mérite. Le travail de l'agriculture, on sait à quel point c'est un travail, pardon de le dire comme ça, mais c'est ingrat. Oui. C'est ingrat parce que ça vous demande beaucoup d'efforts. Ça demande de mettre de côté sa propre vie, parfois sa famille, et pour pouvoir nourrir la population. Alors même s'il y a de l'exportation, et c'est bien parce que ça permet de faire connaître en extérieur ce que nous produisons de bon,
de bio. En même temps, eh bien, il faut nourrir la population guadeloupéenne et l'éduquer au travers de ce que nous produisons. Donc moi, je vous fais mes félicitations, messieurs, à tous ceux qui passent et puis de ce projet, parce que ça met en valeur des jeunes gens qui travaillent pour nous et qui ne comptent pas leur temps. Bravo vraiment. Et en plus, Martine, la plupart qui sont venus, que j'ai reçus depuis 2 semaines, ils font du bio. Donc ça veut dire qu'il y a une mutation qui se fait dans l'agriculture en ce moment. Mais c'est du bio avant d'être bio pour moi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu le label bio pour faire du travail bio. Il y a un qui m'a dit ça, m'a dit mes grands-pères ont dit à fait bio. Jardin au Bocase, c'est ça qui m'ayait. Et pour ne pas attendre le label à bio. Et à présent, je suis désolée, mais je vais casser un mythe. Mais je dis, le label bio, parfois, il faut s'en méfier aussi. Parce que ni tellement bitin bio qu'il y a vendre dans le magasin, qu'il n'y a pas ça à qui moment, et pas ça à qui moment il y a un produit autant bio. Enfin bref, c'est pas mon sujet, mais, il fallait que je le dise parce que je connais énormément d'agriculteurs dans le Nord Grande Terre qui n'ont aucun intrant dans leur terre. Ils n'ont pas le label identifiant, mais leur travail, ça fait longtemps qu'ils le font sainement. C'est clean. Donc je leur dis bravo parce que c'est un travail pénible. C'est pour ce pays-là. Et c'est pour notre pays. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien bonjour tout le monde, après mon petit coup de sang, chaud, mais favorable à tout ce travail qui est fait. Je vous dis bien bonjour, bien bonsoir à tout le monde, et puis au fan club et à ces dames, Emeline que je veux saluer, et Fabienne, qui suivent, et maintenant des nouvelles qui suivent le CSM, donc j'espère qu'elles sont à l'antenne aujourd'hui. Bien bonjour Danick, et puis bien bonjour à toute l'équipe. Alors, je vais, dans mon sommaire aujourd'hui, faire un petit bilan. Ça ne sera pas un bilan agriculture, mais un bilan également qui nous nourrit, celui de la lecture. La lecture, bilan de la lecture grande cause nationale en Guadeloupe, voulue par le ministère de la Culture, et qui a pris naissance depuis 2021-2022. Lecture proclamée grande cause nationale par le président de la République à cette année-là. C'était un engagement fort qui devait poursuivre un projet mis en place depuis 2017 et qui s'est poursuivi en faveur de la lecture auprès du grand public. Pourquoi ce projet? L'objectif était de favoriser l'apprentissage, la pratique et le plaisir de la lecture, autant à l'école qu'en famille, pour que ça devienne une action quotidienne et non pas quelque chose qui soit forcé. Et ça contribue aussi à l'épanouissement de lire ce qu'on fait, ce qu'on produit, mais également ce qui se fait à travers le monde. Alors, ceci était fait par des actions à la fois nationales, portées par le ministère, mais également par ce qu'on appelle le Centre national du livre, ou par des actions qui étaient soutenues localement en Guadeloupe par la DAC. Guadeloupe, les îles du Nord, la lecture est au cœur de 2 années de travail et de réflexion pour cela. Donc plein de dispositifs ont été mis en place et aujourd'hui, donc, il y a un bilan de cette lecture qui a été faite que je n'aurai pas le temps de vous lire aujourd'hui ou de vous donner les grandes lignes, mais je promets de le faire pour la semaine prochaine parce que c'est assez épais. Ce bilan, donc, sur 2 années de recueil de l'effet de cette programmation autour de la grande cause nationale de la lecture en Guadeloupe, eh bien, je vous en parlerai. C'est passionnant. J'ai commencé à regarder de près ce que ça donne et je vous en ferai lecture. Je vous en donnerai quelques grands éléments la semaine prochaine après avoir bien relu tout ce qui a été fait au travers de cette grande période. Mon second sujet, toujours sur la Guadeloupe, c'est juste un rappel qui nous laisse encore quelques jours, mais le 13 mai prochain, c'est la 19e édition de la Nuit européenne des musées. C'est un samedi. Là aussi, c'est une cause européenne cette fois-ci. Elle est organisée toujours par le ministère de la Culture et portée par la Direction des Affaires culturelles en Guadeloupe. Elle bénéficie, cette action, d'un soutien de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, et d'autres partenaires extrêmement importants, d'une couverture médiatique très forte, que ce soit au niveau de la TV, on va dire nationale, TV5 Monde, France Média Monde, Le Figaro et d'autres encore, Beaux-Arts. Tout cela se sont portés partenaires de cette Nuit européenne des musées qui nous appelle aujourd'hui à nous rendre dans les musées, dans les lieux un petit peu patrimoniaux pour aller voir un petit peu ce qui s'y fait, retrouver notre histoire, retrouver notre patrimoine, mais également s'enrichir de ce que cela peut nous apporter dans notre propre, dans ce que nous sommes aujourd'hui et comment nous vivons dans
dans nos pays. Donc cette 19e édition européenne des musées se déroulera samedi 13 mai prochain à la nuit tombée jusqu'à 1h du matin. Donc certains musées seront ouverts. Renseignez-vous. Au Moule, nous avons le musée Edgar Clerc qui le sera. Des lieux donc peut-être comme le Mémorial Act sera peut-être ouvert, je ne sais pas. Je vais regarder. Il y a quelque chose ce soir, après-demain. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se font au Mémorial. Je vous donnerai, j'espère, d'ici la semaine prochaine, le programme et en tout cas les lieux qui seront visitables pour cette nuit du musée. Et cette année, dans le cadre de l'opération La classe, l'œuvre, les élèves présenteront des travaux autour d'une œuvre conservée dans des collections de musées. Donc je pense qu'en Guadeloupe aussi, nous allons suivre cette démarche de mettre les jeunes autour de cette réflexion pour voir ce qu'ils en pensent et comment ils la traduisent. Voilà pour ces deux sujets portés par la Direction des Affaires culturelles. Maintenant, donc, petit agenda. Hein, vas-y. On a un peu le temps. Oui, programmation on a encore courte. 4 minutes. Oui, une programmation minutes courte. 22 avril prochain, c'est une programmation de la salle Félix Proto aux Abîmes. Tu vois que je ne suis pas que au Moule, Dani. Pour une fois. Moule, c'est une idée ou toi, Moule. 21 avril, un récital vous sera donné à 19h30 avec un groupe Passion harmonique sur des airs de gospel et de negro spirituals. L'entrée est payante. Vous avez un numéro de téléphone auprès duquel vous pouvez vous renseigner qui est le 06 90 95 53 17. Donc, récital. Ce samedi 22 avril. Le samedi 29 avril, donc je rappelle simplement que Winnie Kaona sera en concert avec Monsieur Zadik. L'entrée est payante aussi. Avec Monsieur Zadik. Hein? Avec Monsieur Zadik, oui. Non, faut garder ça, faut regarder ça. Hein? Biggie avait musique à ça. Non, il est en guest star. Je ne sais pas s'ils vont chanter ensemble. C'est à voir. Hein? C'est à voir. Winnie nous promet toujours de belles surprises. L'infoline pour se renseigner, c'est le 06 90 62 40 52. Birthday à Bois-de-Lossal, c'est ça qu'a dit. Alors, hein, allez. C'est Winnie Kaona qui est, vous savez, la prêtresse de la Biguine en Guadeloupe et au-delà de ça, des comédies musicales hors pair et qui se produit avec un guest star, M. Zadik. C'est vraiment à ne pas louper. Franchement. Une programmation toujours culturelle, le 30 avril, c'est le dimanche au cinéma, projection du film. Un film, si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment ou jamais. Nègre Marron de Jean-Claude Flamand, Barney. C'est ressorti. C'est une rediffusion, une reprojection de ce film qui a quand même un petit nombre d'années, mais qui est toujours d'actualité. C'est le 30 avril à 17h, dimanche cinéma, projection de ce film qui est en entrée payante. C'est toujours aux Abîmes. C'est à Félix Proto. Pardon, à Félix Proto. Là, je vous ai donné un petit peu quelques dates de leur programmation. Allez, littérature vite fait à la Warac. Ce soir. Non, c'est demain soir. C'est demain. Je l'ai reçu. C'est le 20 avril. Oui. Tu l'as reçu déjà. C'est parfait. C'est à 18h. Café littéraire avec Corinne Dossa. All We Need Is Love. C'est son ouvrage qu'elle a sorti et qu'elle présentera ce 20 avril à 18h à la Warac. Si l'occasion se présente pour vous, n'hésitez pas à y aller et à écouter la présentation de cet ouvrage. Je reparle également de théâtre cette fois-ci, théâtre avec entrailles, cette pièce qui se fait une belle part du lion en Guadeloupe au travers de sa diffusion, multidiffusion. Elle va passer donc le 19 à la salle Robert Loison. C'est le Moule, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. Le mercredi 19 avril, c'est ce soir et c'est à 20h à la salle Robert Loison. C'est ce soir. Et c'est où, dans quelle commune? Le Moule, tu sais, une commune qui se trouve là en quittant les Abîmes en allant en direction de Saint-François. L'une des plus belles communes de Guadeloupe, avec un littoral magnifique sur la façade atlantique. On a tout ce qu'il faut au Moule. Et c'est ouvert le vendredi, le samedi, le dimanche, toute la journée pour faire ses courses. Et le marché agricole du Moule, tu sais qu'il a été couronné, ce marché qui est justement sur lequel j'ai travaillé pendant des années en tant que communicante. Je n'avais rien à vendre à part la belle parole pour promouvoir ce marché. Et ce marché, d'ailleurs, je tiens à le rappeler, a été bien en amont
Mais c'est le mercredi, le marché. C'est le mercredi, c'est là, tout à l'heure. Un marché qui draine plus de 6 à 7 000 personnes chaque mercredi, des gens venant de toute la Guadeloupe. Et ce marché a vu naissance bien avant le LKP. Je le rappelle parce qu'on a dit que beaucoup de marchés sont nés à cette période-là, ce qui est une très bonne chose. Mais celui-ci existait depuis 2006 et j'ai géré la communication de 2006 à 2010, qu'on se le dise. D'accord. Organisé par la compagnie Grand Carbet, je reviens. Donc c'est pour ça que je suis très versée sur l'agriculture. Vous comprenez pourquoi? Voilà. C'est tout? Non, je n'ai pas fini. À la salle Robert Loiseau, je disais donc Entrailles, et cette pièce de théâtre que je vous recommande, qui a été écrite par un ami Franck Salin, Franquito pour les intimes, avec plein de comédiens, etc. Je ne peux pas les nommer tous, mais un compositeur Arnaud Dolmen, s'il vous plaît. Musique. Vous savez, ce jeune musicien et brillant, il va travailler avec moi dans pas longtemps sur une belle pièce qui se fera au moule. Bien sûr. C'est la culture selon le moule, parce que ton Martine. Alors, c'est à la salle Gilles Floreau. La même pièce se fera à la salle Gilles Floreau le 22 avril à Gourbert. Le 23, c'est au Ciné-Théâtre du Lamentin. Et ça passera à El Rancho, à Marie-Galante, le 29. Ainsi que, sans doute, au Casino du Gosier. Allez, juste un petit clin d'œil pour l'année du fruit à pain. Oui. Qui redémarre dans l'année du fruit à pain. Plusieurs dates. Et bien, cette année du fruit à pain, là, il y a une date qui va se faire tout de suite, là, le 8 mai. Et c'est dans ce fameux restaurant de Alain Collinet qui travaille tous les légumes, les fruits du pays de manière exceptionnelle dans son restaurant. Et il y aura toute une journée autour du fruit à pain dans son restaurant le 8 mai prochain. Le 8 mai, à partir de 12h30, pour le fruit à pain à la table des grands jours au restaurant Les Suggestions d'Alain Collinet. Voilà. Et voilà, le cirque dans tous ses états, c'est du 5 au 13 mai. Je vous en reparlerai. La culture selon Martine Dumoul. Bon, alors, je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu donc Mme L'Oréal Rinson, directrice du MAC, et chez Dissident Barom, pour une manifestation qui aura lieu le 21, c'est-à-dire dans 2 jours, autour de la mémoire de Henri Sidant Barom, qui s'est battu pour les Indiens de la Guadeloupe. Alors, il dit, moi, il ne faut pas dire Indo-Guadeloupéen, il faut dire Guadeloupéen d'origine indienne. Oui. Bon, on a dit. Ensuite, on a reçu Miguel d'Auvergne. C'est une dame qui est gérante de la société Soledom. Elle nous a parlé de ce produit miracle, mais Martine, vraiment produit miracle. Je le dis, elle a monté un tété qui était brûlé. Elle a passé. Elle l'a montré? Oui, enfin. Pas le sien directement. On avait l'image. Ah, une image, parce que quand tu moi, mais non, tu fais le geste. Montrer, il faut faire attention, l'image est parlante. C'est l'image de son. Bon, bref, il est passé produit-là. 15 jours après, plus de place de brûlure. Elle a montré une main qui a été brûlée aussi, avec un produit miracle. Qu'elle a créé en Guadeloupe. Qu'elle a créé en Guadeloupe, c'est magnifique. Marque OBMA. Et puis on a reçu Kenny Bounier, Pascal Bastide, on veut dire 2 start-upers, on va dire, qui vont participer à Green Startup. C'est dans 2 jours, le 20 et le 21. On aura les résultats et on va recevoir les gagnants ici. On a reçu Martine pour la culture selon le moule. Ensuite, l'actualité, c'était la présentation du Tour de la Guadeloupe. Alors, il a passé au moule, hein, on est là, ça. Mais en plus de ça, je vais participer cette année. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ensuite, un nouvel outil de diagnostic pour les pathologies plaquettaires. Ça, c'est très important pour les gens qui ont des maladies internes et quelquefois quoi saigner ou pas ça faut qu'ils bitent. Eh bien, justement, il y a un outil qui peut déterminer ça. Et puis, on est allé aux assises de la mobilité solidaire. On n'a pas eu le temps, malheureusement, mais il faut parler des 2 personnes qui ont disparu. Est-ce que tu as les photos? Il y a 2 jeunes qui ont disparu. Depuis le 27 mars, Marie-Blandine Blaise, âgée de 15 ans, a quitté le domicile de sa mère à Monouel à Saint-Claude. Donc, si vous l'avez vu, faites le 0590 41 45 69 ou le 17. Deuxième disparu, depuis le 17 avril à 11h, Victoria Goudou, âgée de 14 ans, a quitté le collège de Goudelian à Bémaou. Et sa mère est vraiment désespérée et demande où est passé cet enfant de 14 ans depuis le 17 avril, donc ça fait 2 jours, et il faut chercher de tous côtés. Voilà, ben, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, c'est jeudi, à partir de 12h30 dans le ZCL. Et on vous remercie de votre attention. À demain.